Pixel-moi une muse, création, émotion, émotion, création, émotion, création, émotion, technologie, technologie. Bonjour à tous, bienvenue et merci d'avoir rejoint le programme Pixel-moi une muse, l'émission qui se questionne sur le monde contemporain. Nous nous rejoignons pour continuer notre réflexion sur les liens entre la beauté et le numérique, et aujourd'hui nous allons aborder un terme particulier auquel on ne pense pas immédiatement quand on entend parler de technologie. Il s'agit de l'aléa, car oui, si nos ordinateurs sont capables de nous faire faire le tour du monde et de calculer la vitesse des comètes, ils ouvrent aussi un tout nouveau monde où la volonté de l'homme ne rentre plus en jeu, où la machine prend le contrôle et où l'on se perd dans l'aléa. L'essor fulgurant d'un nouveau type d'art, un art qu'on appelle l'art aléatoire, va de pair avec l'apparition de toutes sortes de nouvelles technologies, et l'on assiste aujourd'hui à une nouvelle vague d'artistes dont le domaine de prédilection est justement de se retirer du processus artistique et de laisser faire la machine. Dans une telle forme d'art, quelle place pour l'esthétisme alors que ce ne sont que des outils numériques, des lignes de code qui sont derrière les commandes? Quel rôle pour l'artiste? Et surtout, peut-on encore parler d'art quand ce qui crée n'est plus l'habituel bipède que nous connaissons, mais un ordinateur avec une petite pomme sur le capot? Alors, pour nous aider à répondre à ces questions, deux invités. France Myrial, bonjour. Vous êtes responsable du pôle art numérique au Palais de Tokyo. Vous avez suivi l'école des Gobelins en animation. Vous réalisez plusieurs dessins animés pour finalement vous recentrer sur l'art numérique en général et devenir vous-même artiste numérique, c'est ça qu'on dit, je crois. Et vous êtes accompagnée aujourd'hui par Hélène Rosenberg. Bonjour Hélène, vous êtes conservatrice au musée Lambinet de Versailles. Vous avez suivi une formation plus classique, mais non pas moins artistique, à l'école des Chartres, avant de vous lancer dans une carrière de plasticienne qui vous a mené de par le monde. Première question pour vous, France, alors que nous parlons autant de numérique, est-ce que vous pouvez nous aider à faire le lien justement entre le numérique et toutes ces nouvelles technologies et l'art? Bonjour, donc merci beaucoup de m'avoir invité. Pour répondre à votre question, c'est vrai qu'au-delà même du numérique dans les arts qu'on peut appeler comme des arts traditionnels, depuis les années 60, on voit qu'il y a une nouvelle forme d'art qui se développe. C'est l'art numérique. À proprement parler, on peut considérer que c'est un ensemble de procédés, de techniques qui utilisent donc les spécificités du langage numérique comme matériau pour donc créer différentes œuvres d'art, aussi bien textuelles, visuelles, musicales. On a toute une large panoplie. Le concept en soi, il est assez basique, puisque donc on crée des formes d'interface électronique qui établissent une rencontre entre un sujet humain et un programme codé au préalable, lié donc à la puissance de calcul d'un ordinateur. Le principe, en fait, il n'est pas si différent de ce qui opère donc dans l'art dit traditionnel, puisque donc une œuvre d'art ne devient à proprement parler qu'une fois exposée au public, qui l'interprète après comme il l'entend. Or, ici, le point déterminant de la qualification d'art, c'est bien l'interaction finalement qui s'opère entre le programme et entre donc le sujet humain, donc ce qui donne un résultat aussi bien imprévisible donc qu'aléatoire finalement. On voit bien en plus que l'interaction, ça va au-delà finalement de l'activité donc psychologique, puisque le spectateur peut participer de manière active au rendu final de l'œuvre, donc de manière dynamique. Le public donc et la machine, en fait, ils jouent ensemble pour établir un dialogue, ce qui produit en temps réel une œuvre d'art assez unique. Hélène, votre réponse à vous? Alors bonjour, merci de me permettre d'être ici. En fait, si l'on regarde un peu l'histoire, on voit que le numérique a toujours été présent dans l'art. Déjà du nombre d'or dont vous avez dû entendre parler avec mes collègues, jusqu'à la photographie par exemple, tous ces arts sont numériques dans le sens où ils vont utiliser des compétences mathématiques et technologiques. Donc, est-ce qu'on peut se permettre de dire que le numérique code la beauté? Est-ce qu'on peut dire ça? Alors, oui, mais en même temps, non. C'est un petit peu plus complexe que ça. Donc, le langage informatique en tant que tel, celui qui est utilisé dans l'art numérique, il décrit l'ensemble des actions consécutives qu'un ordinateur doit exécuter finalement pour créer une œuvre d'art. C'est un peu comme une recette de cuisine si vous voulez. On vous donne les consignes, vous les suivez et à la fin vous obtenez quelque chose d'inédit, quelque chose que vous avez créé. Et bien l'art numérique c'est à peu près la même chose. Sauf que du coup ces règles, ces recettes, elles sont données donc de manière binaire, par une suite de 0 et de 1. Or, on peut,
On peut parler de code du coup, mais il faut savoir qu'il n'existe pas de suite de 0 et 1 définie qui peuvent automatiquement créer de la beauté. Ça n'existe pas. L'ordinateur, il utilise le code finalement que comme un outil, pas comme quelque chose de définitif. C'est vraiment pour lui en fait comme un pinceau pour le peintre ou comme un instrument pour un musicien. Enfin, c'est vraiment un outil, quelque chose qu'on mobilise. Ça n'empêche pas d'ailleurs qu'une fois que l'algorithme est programmé et codé, que celui-ci utilise des règles fixes et strictes finalement. Donc c'est vraiment des mathématiques formelles. Donc dans ce cas-là, on pourrait penser quand même que ça reste du codage. Je peux par exemple vous parler donc des images vectorielles qui sont vraiment un exemple parfait donc, de ce cas d'art numérique qui paraît très codé. Puisque donc l'art vectoriel, son but, c'est de représenter des données d'une image par des formules géométriques décrites donc d'un point de vue des mathématiques. Je vais vous passer un peu tous les détails mathématiques puisque c'est assez complexe, mais il faut savoir donc que cette forme d'art, elle est créée par des règles fixes qui servent à produire en fait une géométrie codifiée qui forme l'œuvre d'art. Donc c'est quelque chose de très codifié, très rationnel. Donc oui, si l'on considère donc que l'œuvre d'art, à défaut d'être esthétique, est toujours belle, alors on peut admettre que le numérique permet de coller la beauté. Mais de manière générale, donc, c'est quand même difficile à affirmer. Alors France, quand même ici, vous parlez donc de numérique, d'algorithmes, de langage, 1, 0, tout ça, des éléments qui ont l'air quand même assez loin de la notion d'aléatoire. Comment est-ce qu'on arrive à faire le pont entre le numérique et l'aléa ? Comment est-ce que c'est possible de faire ça ? Le hasard est toujours omniprésent finalement dans l'art numérique, même dans l'art algorithmique qui pourtant repose quand même sur des bases mathématiques concrètes, formelles, qui ne changent pas, des bases fixes quoi. De fait donc, l'art algorithmique en fait il inclut nécessairement donc un processus qui est basé sur un algorithme conçu par l'artiste pour donc construire, concevoir, exécuter finalement une œuvre d'art. Et cet algorithme, il a tendance à être un peu déterministe puisqu'il est programmé dans un certain but. Donc on peut se demander forcément quel est l'intérêt de créer ad vitam aeternam la même œuvre d'art, puisque a priori l'algorithme va toujours créer la même chose. C'est pour ça que donc différents chercheurs et différents artistes ont réussi finalement à mettre un peu une part d'aléatoire dans le numérique. Ils ont introduit donc un facteur externe, souvent un générateur de nombres aléatoires ou un corps externe choisi un peu au petit bonheur de la chance. Ainsi donc il y a une part de l'œuvre qui est toujours imprévisible. De même, comme je l'ai mentionné plus tôt, dans certains types d'art aléatoire, donc d'art numérique aléatoire, comme notamment l'art interactif du coup, le hasard est forcément présent en fait. Selon la personne en face de l'œuvre, celle-ci peut être mais complètement différente. Le résultat il est alors dans ce cas-là vraiment purement aléatoire, on ne sait pas à qui s'attendre, on ne sait pas ce que l'œuvre va donner. Un autre exemple d'art numérique qui vraiment utilise l'aléatoire et le hasard, ça peut être donc l'art génératif. L'art génératif, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est assez simple en fait, c'est un art qui consiste donc à utiliser des systèmes tels que les algorithmes dans le but de générer finalement des formes, des mouvements, en se basant sur des règles définies par l'artiste et contenant donc en fait un mélange d'éléments aléatoires. Donc même dans la définition de l'art, de cet art-là particulièrement, il y a une dose d'aléatoire. Donc du point de vue pratique, l'art génératif il possède à peu près donc deux grandes façons de faire. D'abord le patchwork, qui finalement agence de manière aléatoire des éléments préalablement fabriqués par un humain. Et enfin, donc, la deuxième solution, c'est le tirage aléatoire avec contrainte. Donc là, on opère directement sur les éléments constitutifs de l'œuvre, comme les pixels, un son, une note, un mot, donc, et pour permettre de les agréger, donc, encore une fois, de manière aléatoire. Donc on voit bien que finalement que le facteur aléatoire externe, il est vraiment particulièrement déterminant dans les arts numériques. En fait, je pense que dire que l'art ne se réduit qu'à une technique et à un algorithme, c'est méconnaître un aspect fondamental de la création artistique. Ce qui compte dans l'art, ce n'est pas le travail de l'artiste ou la réalisation technique. En fait, non, ce qui est important dans l'art, c'est le cheminement qui amène à la création finale. Ainsi, quand l'artiste nous livre une œuvre qu'il veut aléatoire, il effectue tout de même la plus grande partie du processus artistique. Même si juger l'œuvre sur son résultat et sur ce qu'elle nous présente semble plutôt légitime, il faut aussi prendre en compte le cheminement qui nous y amène. On a trop tendance, je trouve, à moquer l'art aléatoire comme une lubie artistique qui ne requiert pas de talent particulier. Et ça, c'est selon moi une conception totalement erronée et qui oublie que l'art, ce n'est pas juste une production finale, mais bien un processus. Ainsi, le hasard a toute sa place dans l'art. Déjà parce que, même s'il ne contrôle pas la nature, il permet de s'en rapprocher le plus possible. C'est Protogène, le premier, qui a perçu cette dimension du hasard, qui permettrait le plus de se rapprocher de la réalité et de la vérité, parce qu'il retire la partie plutôt construite de l'art.
Ensuite, déjà, parce que comme l'a dit Léonard de Vinci, c'est une formidable opportunité pour peindre. Il faut donc voir le hasard comme une chance d'offrir quelque chose de nouveau et non pas comme une mauvaise technique employée. Alors, vis-à-vis de tout ce que vous venez d'énoncer, est-ce qu'on peut encore dire qu'un artiste est artiste ou qu'une création est création quand celui qui est derrière tout ça ne sait pas vers quoi il va, quand il n'est pas véritablement maître de ce qu'il crée? Alors en fait, il me semble que c'est vraiment là tout le principe de l'art finalement. Créer quelque chose qu'on imagine sans être sûr que le résultat soit parfaitement conforme à ce qu'on pouvait imaginer. Quant à savoir finalement si on peut considérer qu'un artiste, ou du moins que quelqu'un qui se prétend artiste laisse au hasard la plus grande partie de sa création, bien pour moi finalement le numérique c'est un peu comme les pinceaux, l'argile, les instruments, la musique. C'est des outils que l'artiste immobilise pour donner naissance à une création originale. Donc par ces moyens, l'artiste il définit le protocole par lequel va être réalisé ses œuvres et par cela pour moi vraiment il est créateur finalement de son œuvre, même s'il ignore le résultat final. En fait, l'une des premières critiques à l'encontre de l'art aléatoire porte surtout sur le manque d'action de l'artiste et le fait que celui-ci ne puisse pas contrôler le résultat de son œuvre. Or, on a tendance à considérer que c'est justement la capacité de contrôle de la nature qui justifie la qualité de l'artiste. Dans le cas de l'art aléatoire, c'est tout à fait l'inverse. C'est le fait de se soumettre au hasard qui rend l'artiste totalement créateur. Par exemple, l'artiste peut choisir de se soumettre à deux conceptions de l'art aléatoire. Tout d'abord, le hasard peut être créateur de l'œuvre sans intervention aucune de l'artiste. C'est, pour vous donner un exemple, le cas des artistes et écrivains qui vont pratiquer l'art automatique et vont créer sous l'influence de drogues diverses. Ces artistes sont donc soumis au hasard et ne cherchent pas forcément à le provoquer. L'artiste est alors une machine créatrice. Mais le hasard peut également être provoqué, et ça c'est la seconde conception, c'est-à-dire que l'artiste met son œuvre dans une situation qui va la confronter au hasard. Niki de Saint-Phal, par exemple, crée des tableaux en tirant sur des poches de peinture accrochées. Les poches touchées par les balles éclatent alors et déversent leur peinture sur la toile pour donner une œuvre aléatoire. Donc là on voit vraiment que Niki de Saint-Phal veut et recherche le hasard. Et cette conception reprend un peu l'idée de technique dont nous parlions au début. L'artiste doit réfléchir aux conséquences potentielles. Il sait ce qu'il est possible d'arriver, mais il ne connaît pas le dénouement exact. Ces deux conceptions donnent toute sa place à l'artiste, qui n'est pas un simple technicien, mais bien un penseur et un créateur. Alors, mesdames, vous qui êtes bien informées, quel avenir peut-on espérer pour justement cette nouvelle forme d'art dans les milieux artistiques contemporains? L'avenir de l'art aléatoire. Oula, vaste question. C'est vrai que du coup, en tant que responsable donc, du pôle art numérique au Palais de Tokyo, je peux pas vraiment me prononcer sur l'art traditionnel. Je vais plutôt laisser ça donc à Hélène ici présente. Mais concernant les arts numériques, pour moi, l'art aléatoire n'en est vraiment qu'à son début. De fait, l'art numérique, pour moi, vraiment, il va continuer à se développer au fur et à mesure des avancées technologiques. Si on fait un petit point chronologique, en 1919, Léon Térémine, fut le premier créateur finalement du synthétiseur audio et de nos jours, ceux-ci maintenant ils sont omniprésents et ils sont capables de créer une musique originale de A à Z. Donc vraiment, ça s'est vraiment bien développé. Un autre exemple, c'est qu'en 1950, Ben Lapowski a créé les premières images électroniques sur les ordinateurs à partir d'oscilloscopes. Et en 2018, cette technique, elle est très très répandue. C'est la technique des images de synthèse qu'on voit vraiment partout. Donc je pense que vous voyez un peu là où je veux en venir. Ce que je veux dire, c'est que l'art numérique, finalement, et l'art aléatoire, ils vont se développer donc ensemble. Et plus la technologie va progresser, plus l'art numérique va progresser. Et dans l'art numérique, on a toujours besoin donc, d'un facteur aléatoire, d'un facteur externe pour produire des œuvres différentes, des œuvres surprenantes, des œuvres qui impressionnent les gens. Donc vraiment, je finirai vraiment par ces mots. Je pense que tant que l'art numérique progresse, l'art aléatoire a de beaux jours devant lui. En ce qui va concerner l'art traditionnel, on a déjà vu de très fortes évolutions, déjà dans les techniques qui vont être utilisées, mais aussi dans l'approche qui est faite de l'art aléatoire. Dans les techniques, dans un premier temps, celles utilisées aujourd'hui sont bien plus complexes. De nombreux artistes utilisent des arts numériques, comme précisé plus haut. Ils mettent en place des techniques plus poussées et qui font appel à différentes compétences. C'est le cas par exemple du travail de Tinguely qui crée de gigantesques assemblages de machines coordonnées pour fonctionner ensemble en continu.
Ces œuvres, à Tigili, vont contraster par leur complexité technique avec certaines œuvres picturales réalisées plus tôt dans l'histoire et consistant à juste jeter quelques couleurs sur une toile ou encore, comme le faisait plus récemment Sophie Calle, à suivre des inconnus dans la rue et à prendre des photos aux endroits où ils l'emmènent. L'art aléatoire maintenant requiert de véritables conséquences qui parfois touchent même à l'ingénierie ou à certains métiers et compétences techniques. En outre, la conception même de l'art aléatoire a changé, dans le sens où il est plus respecté. Des expositions sont souvent tenues pour mettre en place les artistes qui s'y exercent, d'où même à Versailles, on a l'occasion de présenter des artistes qui utilisent l'art aléatoire alors qu'on est considéré comme un musée traditionnel. On entre alors dans une autre vision, beaucoup plus réflexive, de l'art aléatoire. Il n'est plus seulement perçu comme une transgression des règles, mais bien comme un engagement artistique inédit. Merci beaucoup Hélène, merci beaucoup France, merci mesdames pour toutes ces précisions. Nous touchons à la fin de cet opus et de ce triptyque. Nous espérons avoir satisfait la curiosité de tous nos auditeurs et nous vous disons à bientôt pour un nouveau rendez-vous sur Pixel-moi une muse. À très vite.